Bonjour à tous et bienvenue dans cette spéciale Noël 2024. Lorsque l'on parle de fiction se déroulant dans le corps humain, on pense primordialement à la série Il était une fois la vie, mais aussi au Voyage fantastique et à son simili remake L'Aventure intérieure. Néanmoins, on oublie bien souvent l'un des naufrages de Warner Bros. Feature Animation, Osmosis Jones. Pour ce Noël, revenons donc sur ce four commercial qui vaut bien mieux que sa réputation et sur l'histoire du studio qui l'a vu naître. Donc si vous êtes prêts, nous sommes partis pour la fin des années 80. Lorsque l'on associe la Warner à l'animation, on pense automatiquement aux Looney Tunes, ces personnages frappadingues créés en partie par Chuck Jones, Bob Clampett, Tex Avery et Fritz Freleng. Depuis que Chuck Jones est revenu à la Warner à la fin des années 70, les Looney Tunes sont revenus sur le devant de la scène avec une compilation pour le cinéma, de nouveaux courts-métrages et une spéciale Noël, sans compter leur apparition dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Mais tout cela va s'accélérer à partir de 1990. Joe Dante propose à Chuck Jones de réaliser les génériques animés de Gremlins 2 avec les Looney Tunes. Si le film ne marche pas du tout au box-office, les séquences en question suscitent un certain intérêt et la Warner décide de lancer un nouveau département d'animation pour la télévision, toujours aux côtés de Steven Spielberg. De cette association naîtront 4 séries animées. Les Teeny Toons sur des aspirants Looney Tunes, Animaniacs mettant en scène les frères et sœurs Warner semant la pagaille dans le studio, son spin-off Minus et Cortex avec 2 souris voulant conquérir le monde, et enfin Freakazoid sur un adolescent devenant un super-héros suite à un bug informatique. C'est aussi à cette époque que le département se lance dans les adaptations animées des héros de DC Comics. Cela commencera avec Batman The Animated Series, qui sera vite rejointe par The New Batman Adventures. Un véritable phénomène, prenant parfaitement la relève des films de Tim Burton et dont les films de Joel Schumacher semblent s'être beaucoup inspirés pour un résultat nettement moins convaincant. Une réussite auquel se rajoutent 2 films. Le premier est Mask of the Phantasm, préquel à la série, et mettant en scène un Bruce Wayne dans l'impossibilité de choisir entre la promesse faite à ses parents et la perspective d'un avenir meilleur. Un véritable chef-d'œuvre qui n'a pas eu la sortie triomphale qu'il aurait dû avoir. Initialement, la Warner ne voulait pas le sortir au cinéma avant de se raviser, ce qui a amené à une promotion aussi rapide que catastrophique et au beat du film. Néanmoins, il a gagné en réputation avec la vidéo et il est aujourd'hui considéré comme un des meilleurs films sur Batman. Le second film est Sub-Zero, sorti directement en vidéo. Un film moins réussi, notamment à cause de son animation, mais qui vaut mieux que l'horreur sorti quelques mois plus tôt en salle, ce qui n'est pas bien compliqué. Suite au succès de Batman, d'autres séries d'ici vont être créées. Superman, Batman Beyond, Static Shock, le Projet Zeta, la Ligue des Justiciers, les séries Teen Titans ou encore les différentes itérations de Batman depuis 2004. Sans compter les très nombreux films pour le marché vidéo. La fusion de la Warner et de Turner Broadcasting System amène la première à hériter de Tom et Jerry, des productions Hanna-Barbera et bien évidemment de la chaîne Cartoon Network lancée quelques années plus tôt. À partir de là, le studio va pouvoir diffuser un large catalogue de cartoons, mais aussi faire de Cartoon Network un véritable laboratoire d'idées et expérimentation. Puis cela permettra le retour fracassant de Scooby-Doo à travers des films animés ou live-action ou des séries animées. En 1994, la Warner lance son nouveau département d'animation pour le cinéma, soit Warner Bros. Feature Animation. Le but est bien évidemment de concurrencer Disney, alors en place au comptage d'or, tout comme Fox Animation, Amblimation et plus tard DreamWorks. Le premier projet annoncé est The Quest for the Grail, qui deviendra par la suite Quest for Camelot ou Excalibur l'épée magique. Le film doit être réalisé par Bill Croyer et Frédéric Duchot et doit mettre en scène une jeune femme en quête du Graal afin de sauver sa sœur d'un terrifiant chevalier. Mais le projet est stoppé à l'automne 1995 à cause d'un célèbre basketteur. Au début des années 90, Joe Dante veut rendre hommage à son ami Chuck Jones à travers un biopic évoquant la création des Looney Tunes dans les bureaux de Termite Terrace. Après une rencontre avec les animateurs encore vivants, le scénariste Charlie Haas, qui avait collaboré avec Dante sur Matini et Gremlins 2, commence à écrire le script de Termite Terrace. Un projet mi-live action, mi-animation qui a plu à ceux qui l'ont lu, mais qui n'ira pas plus loin. Warner's really was not at that time that interested in their past. And they were much more interested in their future. And their future was Space Jam. The idea of putting the cartoon characters together with a big sports star was much more appealing to them than doing a period picture, God forbid a period picture, for an audience that doesn't remember anything that happened before 10 years. Space Jam se base sur des publicités pour les Air Jordan où Michael Jordan côtoyait Bugs Bunny et où dans l'une d'entre elles ils affrontaient des aliens. Space Jam sera donc à la fois un biopic express du basketteur et un film où il devra jouer le match de basket le plus improbable de tous les temps.
Si le tournage de la partie live action et des passages sur fond vert se passe bien, ce n'est pas le cas de la partie animation. Le département publicité de la Warner, à qui l'animation a été confiée, ferme au bout de 10 jours de production et l'équipe se retrouve finalement dans les locaux d'Ivan Reitman pour réaliser le film. En mars 1996, quasiment rien n'a été produit. Bruce W. Smith et Tony Servon sont alors appelés à la rescousse pour sauver la partie animation, tout comme les animateurs travaillant sur Excalibur. Au vu de sa production, Space Jam tient plutôt bien le choc des années et ce malgré quelques couacs, à l'image de ses personnages réutilisés à outrance dans les tribunes. Pour un budget de 80 millions de dollars en marketing, il en rapportera plus de 230 millions, sans compter le merchandising à plus d'1 milliard de dollars. Si Space Jam est un succès important pour la nouvelle branche animée de Warner, il sera également le dernier et le début des ennuis. Space Jam étant terminé, les animateurs peuvent donc revenir à Kaamelott. Toutefois, des divergences commencent à émerger au niveau du script, notamment en ce qui concerne le MacGuffin, le Graal laissant sa place à la célèbre épée du roi Arthur. Ce qui amène Bill Croyer et sa femme Sue à être écartés du projet, tout comme au départ de divers animateurs en guise de protestation. Frédéric Duchot se retrouve donc seul à la réalisation d'un projet qui commence sérieusement à sentir le roussi. Initialement prévu pour la fin d'année 1997, Excalibur l'épée magique ne sortira qu'à partir de mai 1998, après des mois de retard et avec un budget qui n'a cessé de grimper. Il sera un désastre financier et artistique. Projet initialement influencé par le Wizards réalisé par Al Bakshi, Excalibur a finalement pris la direction d'un film à la Disney avec un ton plus léger, des références anachroniques à l'image des crues des années 90 et des chansons. Sauf qu'elles sont souvent très mal écrites et parfois même mal placées. Sans compter une intrigue peu passionnante, des sidekicks inutiles et pas mal d'aberrations visuelles. Mais surtout, l'échec commercial d'Excalibur l'épée magique va avoir de graves conséquences sur le film suivant du studio, Un certain géant de fer. Au milieu des années 90, Brad Bird travaille sur le projet Reagan pour Turner. Mais suite à la fusion avec le studio Warner, le projet est mis à la poubelle. Toutefois, la Warner lui propose un rendez-vous afin de lui proposer Le Géant de Fer, un film d'animation initialement voué à être un musical avec Pete Townshend. Brad Bird accepte à la condition de le faire à sa manière. Si les temps de production n'étaient déjà pas dingos, l'échec d'Excalibur va faire baisser le budget du Géant de Fer jusqu'à atteindre 48 millions de dollars. Malgré une équipe soudée, les problèmes internes au sein du studio vont amener des tensions, notamment entre Brad Bird et la productrice Alison Abbate. De plus, une version non finalisée du film fuite sur le net. Mais contre toute attente, la réception de cette version par le site Any Cool News est plus que positive, tout comme celle de la projection test d'avril 1999. La Warner croit alors qu'elle tient quelque chose et prévoit le film pour août 1999 aux USA. Malheureusement pour eux, il est déjà trop tard. La promotion du film n'est pas à la hauteur et trop tardive, sans compter un merchandising absolument inexistant. Le film a beau recevoir un bel accueil critique, il se plante totalement dans les salles. Brad Bird résume assez bien le naufrage commercial du film dans Le Rêve du géant. Le jour de la sortie du film, il va dans un cinéma de Los Angeles. Il remarque une vulgaire feuille avec le titre du film écrit au stylo, là où les autres films ont droit au logo officiel sur une feuille. Aucune affiche n'est là, au contraire d'un carton à moitié cassé devant la salle. Et quand il entre dans la salle, elle est quasiment vide. Il faudra des années avant que Le Géant de Fer ne trouve son public, faisant de lui le chef-d'œuvre de Warner Feature Animation. Quant à Brad Bird, il sera repêché par Pixar avec le succès que nous connaissons. Il est bon de noter l'existence de 2 autres films qui font office de coproduction. Tout d'abord Cats and Dance, bel hommage à l'âge d'or hollywoodien, coproduit par Turner. Initialement prévu comme un véhicule pour Michael Jackson, le film se fera finalement sans lui et en animation. Malheureusement, le film est victime des problèmes au sein de Turner et d'une campagne marketing désastreuse. Au final, 3 millions de dollars de recettes totales. Le second film est Le Roi et moi, coproduit par Morgan Creek, un projet reprenant le musical de 1951 au même titre que le film avec Yul Brynner. Inutile de dire que le film s'est fait grâce au retour au musical de Disney. Le Roi et moi est un désastre artistique incroyable, doublé d'un échec commercial cuisant. Il est bon de souligner que le film était en concurrence avec Anna et le Roi, film live-action basé sur le roman à l'origine du musical. Au final, aucun des 2 films ne brillera au box-office, même si on a tendance à se souvenir un peu plus du film avec Chow Yun-fat et Jodie Foster. Terence, que dit un curé espagnol à un gynécologue d'Uranus? J'en sais rien, Philippe, quoi. C'est donc dans ce chaos ambiant qu'Osmosis Jones est né. Bien que mentionné sur la fiche Wikipédia du film, Osmosis Jones n'est pas un remake de Simon au pays des globules. Ils n'ont d'ailleurs pas grand chose à voir ensemble, si ce n'est qu'une personne est malade et que les 2 films se situent en partie dans le corps humain. La partie animée réalisée par Tom Sito et Pete Crone n'a pas posé de grands problèmes, au contraire de la partie live-action. En effet, l'équipe ne parvenait pas à trouver une vedette pour jouer le malade Frank et un réalisateur pour la partie là. Au final, Bill Murray servira de cobaye et les frères Farrelly seront à la réalisation, trio qui avait déjà collaboré ensemble sur le film Kingpin. Harold Ramis a été envisagé pour jouer le frère de Frank, mais Murray et lui s'étaient fâchés sur le tournage Un jour sans fin
et Murray refusait de jouer dans le film si Ramis était là. Au final, c'est son caméraman dans le même film, Chris Elliott, qui jouera le rôle. Bien qu'ils n'ont pas été impliqués dans la partie animation, les frères Farrelly sont les seuls réalisateurs crédités au générique en raison de leur contrat. Lorsque le film sort aux USA en août 2001, il souffre d'une promotion beaucoup trop minimaliste et se prend un mur. Face à lui, on retrouve Jurassic Park 3, La planète des singes de Tim Burton ou Rush Hour 2. Osmosis Jones ne fera que 14 millions de dollars de recettes totales. En France, il sortira sur peu de copies quelques mois plus tard. En voyant le film, on comprend facilement le principal problème d'Osmosis Jones, son ton. Il se présente comme un film policier en mode buddy movie dans un corps humain, soit un aspect pas vraiment évident dans un film d'animation grand public à cette époque. Pour la faire simple, il est plus facile de faire un Zootopia en 2016 qu'un Osmosis Jones en 2001, le public semblant davantage prêt pour ce type de film maintenant. Bien qu'ils ne soient pas scénaristes et sont arrivés tardivement sur le projet, on retrouve l'humour gras des frères Farrelly sur la partie live action avec une tendance à accentuer le côté crade de Frank. Si le film ne va pas aussi loin qu'un Mari à tout prix ou Food Irene dans le côté tendancieux et graveleux, notamment à cause de son classement, il n'en reste pas moins que le film ose pas mal de choses, y compris dans sa partie animée. Trax est un virus transformant des microbes ou des globules blancs avant de les faire exploser. Autant dire qu'il sème pas mal de cadavres dans le corps de Frank. Quant à sa mort, elle renvoie directement à celle du T-1000 dans Terminator 2. Le film va également aller sur des terrains un brin coquins avec Osmosis Jones lisant l'équivalent de Playboy, ou alors le bouton où l'on retrouve des microbes en mode stripteaseuse durant un show de Kid Rock. Osmosis Jones s'aventure également dans la satire politique avec les magouilles du maire du corps de Frank, prenant les pires décisions possibles, quitte à rendre Frank encore plus déraisonnable et malade. Ainsi, il peut le contrôler à travers un système d'urgence présent dans le cerveau. Quant aux rêves de Frank, ils ne sont pas sans anticiper ceux d'Inside Out, mettant en scène Bill Murray dans des situations complètement absurdes. Oh, ce gars était déjà malade avant même que j'arrive. Tous ces aspects amènent à se demander quel public le film visait. Le film est parfois trop graveleux et sombre pour un public enfantin et peut-être pas assez pour un public adulte. Au pire, le film visait un public adolescent, renforcé par une soundtrack portée sur le rap et le R&B. Sauf que la Warner s'est auto-censurée au point que le film est passé de PG-13 à PG pour toucher un public plus familial. Et Osmosis Jones se plantait au box-office, alors qu'il aurait très bien pu être un succès dans le sillon de ceux de Cusco et surtout de Shrek, sorti quelques semaines plus tôt. Si Osmosis Jones ne sait parfois pas sur quel pied danser, il n'en reste pas moins un bon film. On peut même dire que sa vision ces dernières années le rend curieusement pédagogique. Après tout, un virus mortel essaye de tuer son hôte en le contaminant de partout, et les globules blancs, tout comme un placebo, essayent de l'éradiquer par tous les moyens en un temps record. Ce qui renvoie inévitablement à la récente crise du Covid-19. Les globules blancs sont ainsi les policiers de notre corps, pouvant se transformer physiquement pour atteindre leur but, face à des microbes caractérisés comme des gangsters. En comparaison, Trax peut être vu comme un psychopathe, n'hésitant pas à étrangler Osmosis Jones durant le climax. La vision du corps humain est également intéressante. Tom Sito et Pete Kuhn ont établi certaines règles. Ainsi, il n'y a pas de gravité dans le corps humain, donc les routes peuvent aller aussi bien de haut en bas que de bas en haut, sans qu'il n'y ait aucun problème. Les poubelles ou d'autres objets vont ressembler à des cellules et non à des objets concrets. Le cerveau sert de bureau politique, là où les intestins sont une véritable décharge. Le bouton est une boîte de nuit remplie de microbes. Quant au sexe, il est montré comme un centre d'évacuation à l'image d'un aéroport. Le casting vocal original a beaucoup aidé les animateurs pour créer les personnages. Les acteurs étaient filmés durant leur phase d'enregistrement, ce qui permettait aux animateurs de voir leur manière de jouer ou certains gimmicks. Ainsi, Chris Rock a tendance à incliner la tête lorsqu'il parle, ce qui a été incorporé à l'animation d'Osmosis Jones. Si le doublage américain est convaincant, le français n'a rien à lui envier, pouvant compter sur des cadors comme Lucien Jean-Baptiste, Patrick Noéry, Saïd Hamadi ou Thierry Ragueneau. Un nouveau Frank devrait bientôt voir le jour. S'il te plaît, monsieur Kolonik, c'est quoi cette odeur? Ah, mais c'est le parfum du changement, Billy. Oui, le parfum du changement. Financé par Colonique ton mère. Osmosis Jones réussit donc parfaitement sa partie animée avec une ambiance policière charmante et bien amenée. Elle confirme également la qualité de l'animation de Warner Bros. Feature Animation après la réussite du Géant de Fer. De même, la partie animée est largement supérieure à la partie live action, qui s'avère beaucoup trop lourdingue et assez mal écrite. Aussi improbable soit-il, Osmosis Jones et Drix reviennent dans une série animée diffusée entre 2002 et 2004. Les personnages sont inspirés par un moustique, passant du corps de Frank à celui du jeune Hector. Il y a de grandes chances que le public français se souvienne davantage de la série que du film original, puisqu'elle était diffusée sur France 3 dans l'émission F3X Le Choc des Héros. Depuis sa sortie triomphale, différentes suites de Space Jam ont été envisagées. Tony Serven et Spike Brandt ont commencé à travailler sur une suite dès 1997, avec un méchant devant être doublé par Mel Brooks. Mais Michael Jordan ne souhaite pas réitérer l'expérience et le projet fut annulé.
Le golfeur Tiger Woods fut envisagé, puis Jackie Chan et le pilote Jeff Gordon, sans que quoi que ce soit ne soit tourné. Après la mort de Chuck Jones en 2002, Joe Dante décide de lui rendre hommage avec les Looney Tunes passent à l'action, film qui n'a absolument aucun rapport avec Space Jam. La production du film a été une catastrophe, avec une vingtaine de scénaristes travaillant sur le script avant, pendant et après le tournage. Les exécutifs de la Warner avaient du mal avec le projet, notamment en ce qui concerne le ton du film, ou les quatrièmes murs brisés, soit un aspect récurrent des cartoons des Looney Tunes. Sans compter des projections tests aberrantes où la partie animée était absente, ce qui n'avait absolument aucun sens. Si le public n'est à nouveau pas là, le film est une franche réussite entre satire d'Hollywood amusante, parodie fun de films d'espionnage et scènes d'animation incroyables. Un film qui malheureusement cloua le cercueil de Warner Bros. Feature Animation. Par la suite, la Warner continuera de coproduire des films d'animation sans avoir de département attitré, à l'image des Happy Feet ou du Royaume de Gaoul. Mais en 2013, Jeff Robinoff annonce la création d'un nouveau département d'animation pour le cinéma, avec l'univers Lego pour pivot. Le studio a eu ses réussites, ses films nettement moins bons mais avec quelques bonnes idées, et ses catastrophes à peine sauvées par leur animation. Mais le rêve de la Warner semble s'être à nouveau effondré comme un château de cartes. Un peu plus d'un an après la sortie compliquée de The Lego Movie Part 2, Lego quitte le navire Warner pour celui de la Universal. La première pièce de leur nouveau contrat est le biopic sur Pharrell Williams sorti il y a quelque temps. L'arrivée de David Zaslav à la tête de la Warner a également condamné 2 films d'animation ou utilisant de l'animation. Pour bénéficier de réductions fiscales sur le bilan annuel 2022, la Warner a annulé la sortie de 2 films, Bad Girl et la suite de Scoop, toujours réalisée par Tony Servon. 2 films foutus à la poubelle pour faire des économies, en ne les sortant pas au cinéma et ou en streaming. La pilule n'était déjà pas passée en 2022, elle ne passe toujours pas en 2023 avec le cas Coyote versus Acme. Tourné depuis 2022, le film devait mettre en scène un avocat plaidant pour le Coyote, ce dernier portant plainte contre Acme pour matériel défectueux. Au vu du tollé suscité par cette nouvelle annulation, la Warner décide de vendre le film, mais à ses conditions. C'est-à-dire que le nouveau distributeur devra acheter le film pour une somme comprise entre 75 et 80 millions de dollars, sans négociation possible. À l'heure actuelle, personne n'a déboursé quoi que ce soit. Son successeur, The Day the Earth Blew Up, aura plus de chance et devrait sortir en février 2025 dans les salles françaises, grâce au distributeur Le Pacte. De là à dire que Warner Bros. Pictures Animation semble avoir un destin similaire à son prédécesseur, il n'y a qu'un pas. Donc voilà pour cette spéciale Noël 2024, j'espère que cela vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube ou sur Blue Sky, à la partager. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à l'année prochaine. Et joyeux Noël, espèce de sale bête. Une très bonne année.